mais aussi d'André Gortz, mais aussi d'auteurs auxquels il a consacré un certain nombre d'ouvrages comme Nietzsche, Camus et j'en passe. C'est vraiment un penseur universel. Sartre aussi. Oui, donc il a assuré un certain nombre d'interviews, etc. Et d'un point de vue des thèmes de recherche, Arnaud Münster est un philosophe qui réfléchit sur la question d'abord de l'émancipation, mais aussi de l'utopie, à partir bien sûr de Bloch, ainsi que peut-être plus récemment sur la question écologique ou sur la question de l'écosocialisme. Alors c'est pas à ce titre qu'on l'accueille aujourd'hui, on l'accueille parce que certains l'ont mis entre les mains, il est l'auteur récent, je crois que le livre est paru il y a très peu de temps, d'un ouvrage donc sur André Tauzel. André Tauzel qui a été à la fois professeur dans cette université pendant de longues années. Il a marqué en quelque sorte de son faire intellectuel les couloirs que vous avez arpentés pour venir. Il a aussi dirigé pendant un long temps le centre de recherche en histoire des idées. Et donc chaque fois que quelqu'un peut rendre hommage pour nous à André Tauzel, c'est toujours extrêmement important. Alors cet ouvrage vient de sortir, il s'appelle André Tauzel, penseur de l'émancipation. Et c'est ce dont va nous entretenir aujourd'hui Arnaud Münster, qui est non seulement un connaisseur de la pensée d'André Tauzel, mais qui fut aussi un de ses amis. Et je lui laisse la parole avec un grand plaisir et beaucoup de remerciements. Bien. Oui, c'est moi que je vous remercie. Je remercie d'avoir invité ici et donné l'occasion. On va régler les problèmes techniques. Ça marche pas Je crois que... Ah oui. Allez-y. Maintenant ça marche non. Alors, est-ce que c'est rouge. Maintenant non. Allô. Celui-là fonctionne. Alors, on va changer. Et voilà. Très bien. Bien, un grand merci à professeur Grégory Jean de m'avoir invité à faire cette conférence sur André Tauzel. Ceci a une date qui tombe presque exactement, avec une différence de 5 jours seulement, sur la date de la mort, du décès d'André Tauzel, mon ami, mon collègue niçois, donc, auquel j'étais lié personnellement. Il y avait un lien d'amitié, donc qui a duré de longues années. Je suis honoré de pouvoir prononcer ici cette conférence où j'essaierai de résumer les principaux motifs de pensée et aussi les principaux engagements philosophico-politiques de ce grand philosophe niçois, le plus grand philosophe niçois du XXe siècle d'ailleurs, qui a une œuvre immense, qui nous laisse une œuvre immense, et aussi donc, le souvenir d'un philosophe qui en même temps était un grand militant, un combattant pour la bonne cause, pour la justice, aussi on peut dire pour le socialisme. Et donc il laisse donc une œuvre qui n'est pas peut-être encore suffisamment connue au niveau européen et mondial, mais qui aurait bien mérité cela. Et si je fais ce petit livre, justement pour rappeler l'importance de cette pensée critique, et avec l'effort, le souhait que cela puisse permettre de le tirer un peu de l'ombre pour qu'il trouve a posteriori la reconnaissance qu'il avait méritée depuis longtemps. Évidemment, nous sommes à une époque où ce n'est pas facile pour la pensée critique ou une pensée critique comme ça de se faire entendre. Quoi qu'il en soit, cette année 2018 est, pour la circonstance, l'année par excellence des grandes commémorations. C'est l'année du bicentenaire de la naissance de Karl Marx. C'est aussi l'année du 50e anniversaire de la révolte de mai 68, révolte anti-autoritaire des étudiants qui avait fait ébranler pendant quelque temps les fondements même
de notre société de consommation et de l'État. C'est aussi, je le disais déjà, le premier anniversaire de la mort d'André Tauzel, qui est décédé, quel hasard, le jour même de la mort de Karl Marx, à savoir le 14 mars, mais le 14 mars 2017, à l'âge de 75 ans, ici à Nice. Il est mort subitement d'un infarctus cardiaque foudroyant dans la matinée du 14 mars de l'année dernière, dans le jardin Alsace-Lorraine, à 11h45. Donc je voudrais prononcer cette conférence à son hommage, parce que j'ai été lié à ce collègue philosophe qui nous a quittés si brusquement par une amitié qui était née à Paris en 1995, lors des enseignements d'André Tauzel à la Sorbonne, et donc qui a duré avec quelques intervalles presque 20 ans. Donc je dois préciser d'ailleurs que je ne suis pas vraiment un élève ou un disciple d'André Tauzel. Je suis un collègue philosophe, un collègue franco-allemand, et disciple du philosophe marxiste allemand Ernst Bloch, dont je suis aussi le biographe. Mais je me suis intéressé à l'œuvre et la pensée d'André Tauzel après avoir découvert son grand livre sur Spinoza. Spinoza ou le crépuscule de la servitude, qui a été publié en 1984 chez Aubier. C'est là que j'ai découvert ce nom. Parce que j'avais déposé mon manuscrit chez Aubier sur les figures de l'utopie de Ernst Bloch. Il avait l'éditeur, mais sur la table, ce livre, le manuscrit de Tauzel, qui est sorti avant. Et c'est donc un des meilleurs livres écrits sur Spinoza, donc mettant magnifiquement en relief le côté hérétique de ce grand penseur rationaliste, précurseur des Lumières. Et évidemment, ce qui relie Ernst Bloch, Tauzel et Bloch, c'est ce qu'ils ont en commun, malgré toutes les différences. C'est entre autres cet optimisme militant, maintenu dans des temps plutôt sombres. Donc, c'est cette confiance dans un possible renouveau du marxisme, en dépit du débâcle historique du marxisme-léninisme orthodoxe canonisé, en dépit de l'hégémonisme renforcé du libéralisme imposé à l'échelle mondiale après la chute et la fin de l'Union soviétique en 1991. C'est aussi le courage de penser et d'aller à contre-courant, fondé donc sur la confiance, sur la croyance ferme que l'humanité, après toutes ces dérives, avance quand même, lentement mais progressivement, en direction de son émancipation. Émancipation de la servitude, de la domination, de l'exploitation capitaliste et de l'aliénation. Donc, avec André Tauzel, nous avons perdu, après la disparition de Louis Althusser et de Henri Lefebvre, le dernier grand philosophe marxiste français, dont l'œuvre et la vie avaient consisté à étudier en profondeur et à populariser aussi l'œuvre de Spinoza, de Marx et de Gramsci, qui a enrichi en même temps les débats et controverses contemporaines sur la globalisation, sur la citoyenneté et sur la laïcité, par des analyses philosophico-politiques d'une grande profondeur et d'une grande valeur. Donc il a incarné ainsi, par excellence, cette intellectuelle critique organique, mise en exergue par Gramsci. C'est-à-dire cette capacité d'unir d'une manière exemplaire la fonction critique de l'intellectuel marxiste avec un engagement politique sincère et radical aux côtés des exploités, des humiliés, de toutes les victimes de la violence, qu'ils soient capitalistes, impérialistes, fascistes ou colonialistes. Et tout cela en faisant toujours preuve d'une assez grande modestie et humilité. Avec lui, donc, j'ai perdu un collègue et un ami avec lequel je partageais, en dépit de toutes les divergences politiques que nous avons aussi eues, les options et les engagements essentiels. C'est-à-dire cet attachement à une pensée critique radicale qui est toujours en mouvement, qui ne doit jamais se fixer sur des dogmes et qui doit en permanence, pour échapper
à toute dogmatisation, se renouveler en affinant ses recherches dialectiques. Donc, tenter de résumer la pensée d'André Tauzel en quelques mots, ce n'est pas une affaire facile face à un tel massif d'érudition et d'analyse critique, face aussi à la complexité de sa pensée, à la complexité de la situation et des situations politiques et philosophiques dans lesquelles cette œuvre a été écrite, et où elle s'est construite dans ses multiples facettes, dans une époque qui était encore à ses débuts marquée par la guerre froide, par des révoltes anticoloniales, par la guerre d'Algérie, par l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, par l'insurrection populaire hongroise, par la construction du mur de Berlin, par le printemps de Prague, par l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, par la réunification allemande, et finalement, donc par la fin de l'Union soviétique en 1991. En tant que communiste critique, n'étant pas toujours d'accord avec les orientations et décisions prises par le comité central du Parti communiste français, à l'époque de Georges Marchais, André Tauzel a toujours été un témoin critique et engagé de son temps, manifestant toujours une constante fidélité à l'égard de ses principes théoriques et positions gramsciennes. Il est resté, notamment avec ses interventions, ses tribunes publiées dans l'Humanité, il est prêt de rester ce témoin critique jusqu'à sa disparition subite le 14 mars dernier, donc de l'année dernière. Donc, alors le fil rouge reliant toutes ces œuvres d'André Tauzel, donc depuis son Spinoza et le crépuscule de la servitude, ces remarquables études sur Marx, sur Gramsci, Gentile, Labriola, jusqu'à ces études et essais très juridiques consacrés à la globalisation néolibérale, à la citoyenneté, à la laïcité. Donc le fil rouge, c'est évidemment une pensée matérialiste de l'émancipation, c'est ma thèse, pour une pensée matérialiste, dialectique de l'émancipation fondée sur une nouvelle conception de l'affranchissement de l'homme de la servitude volontaire, ou à la différence de l'Antiquité romaine, où le terme d'émancipatio désignait la levée d'une mainmise exercée sur un sujet par une autorité, donc en l'occurrence celle du Père sur le Fils, l'émancipation est plutôt définie comme une conquête active d'un sujet qui revendique une liberté égale dans l'immanence. L'émancipation est désormais, souligne Tauzel, dans la modernité, une action en première personne. C'est un acte de soi en sujet actif. Et qui est par conséquent plutôt, et tout d'abord, auto-émancipation. Émancipation de soi pour soi. Donc, position de soi pour soi, et se fixant en autonomie, donation de la loi de soi à soi aussi. Donc elle n'est plus octroyée d'en haut par un pouvoir quelconque, puisqu'elle est un affranchissement, une libération en autonomie. Elle signifie, au niveau de la politique, auto-émancipation des sujets en citoyens, dans un État libre, se pensant comme État d'un peuple libre. Donc je cite de ce livre, donc de Émancipation d'aujourd'hui, pour une reprise critique qui a été publiée en 2015 par des Amis de la Liberté à Nice. Donc, Tauzel va faire la distinction entre plusieurs figures de l'émancipation, essentiellement deux figures. Donc, l'émancipation, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, il y a donc ça commence à la fin du XVIIIe siècle, et de là, à travers le XIXe siècle, avec les diverses figures de l'émancipation du XIXe siècle, il va prolonger ses réflexions jusqu'à l'émancipation du XXe, même jusqu'à la fin des années 1970. L'émancipation s'identifiant pour l'essentiel toujours
avec les diverses formes et expressions historiques, comme les expressions et des formes de résistance à ce que Tosel nomme aussi la contre-révolution néolibérale pour le XXe siècle, c'est-à-dire la globalisation, qui est censée prendre en compte certains éléments de la critique postmoderne des grands récits, qui ont fait de l'émancipation universelle un grand récit, un mythe moderne, mais qui doit absolument intégrer l'irremplaçable critique marxienne de l'économie politique. Autrement dit, André Tosel s'efforce d'esquisser, de nous présenter une reconstruction et un parcours historique des diverses formes et cristallisations des mouvements d'émancipation depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre ère de la globalisation néolibérale dans l'histoire, en rassemblant tous les éléments d'une histoire critique de l'émancipation dont le tout premier moment, antique et médiéval, était marqué par la limitation structurelle et la relativité historique de ce que signifie l'émancipation, y compris dans sa dimension eschatologique, tandis que le second moment, proprement moderne, serait bien celui de la convergence entre l'émancipation d'esprit critique et de la raison et l'émancipation juridique et politique. Donc, donc ce mouvement émancipateur de libération de la raison, érigé en principe guide par Descartes et Spinoza, a bien atteint son sommet au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, avec les encyclopédistes et avec Emmanuel Kant, qui dans son opuscule de 1784, Qu'est-ce que les Lumières, avait bien défini ce mouvement d'émancipation, guidé par la raison, une morale rationnelle, comme la célèbre phrase, la sortie de l'homme de la minorité dont il est lui-même responsable, formulant ainsi le mot d'ordre pour toutes les générations futures sorties des ténèbres, pour la délivrance de la tutelle des autorités ecclésiastiques et absolutistes monarchiques. Donc, et cette sortie de la minorité, note Tosel, a bien une traduction politique dans la libre constitution de l'État comme république. La Révolution française trouve là sa place philosophique et l'émancipation sa dignité. Mais, paradoxe, c'est aussi quelque chose qui est signalé par Tosel dans son essai, dans ce livre sur l'émancipation. Le terme d'émancipation est absent de la Révolution française. Rousseau l'utilise peu. Condorcet, les Girondins, les idéologues l'ignorent. C'est Kant, c'est Emmanuel Kant qui donne à l'émancipation sa formulation moderne. Mais sans utiliser le vocable. Il s'agit pour l'auteur des trois critiques et de l'essai Qu'est-ce que les Lumières, avant tout de répondre tout simplement à la thématique émancipatrice de la sortie de minorité, mais en lui donnant un sens universel et historique général. Celui d'une rupture, de la rupture moderne, d'une césure qui fait époque entre deux âges de l'humanité, entre un avant négatif et un après positif. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la doctrine des Lumières. Donc, ce qui caractérise donc globalement ces lectures de Kant par Tosel, c'est l'effort, c'est la volonté d'opposer aux interprétations conservatrices et libérales de la pensée des philosophes de Königsberg l'image d'un penseur révolutionnaire, d'un penseur du progrès, affirmant les principes de la liberté et d'égalité juridique et politique, et justifiant leur institutionnalisation, leur réalisation dans une république de citoyens libres et égaux, harmonisant les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et cette république, dit-il, assure la liberté de pensée et de croyance. Elle exige que la religion renonce à occuper l'espace politique et à faire la loi, qu'elle soit repensée et réorganisée dans les limites de la simple raison. Donc, voilà, je me réfère au livre de Tosel, Kant, révolutionnaire, il a publié aux Presses universitaires de France, également en 1984.
Donc il s'agit aussi, selon Tosel, pour Kant, avec ses écrits philosophico-politiques, de défendre contre l'opposition farouche des partisans de l'Ancien Régime l'événement historique numéro un, attestant la possibilité réelle du progrès, c'est-à-dire la Révolution française, qui a produit dans les esprits un enthousiasme pour le droit et pour la liberté. C'est ça, l'émancipation. L'émancipation est ici pensée en ce concept moderne devenu classique: liberté, égalité, progrès, raison, réforme et révolution. Donc elle repose sur le principe moral inébranlable qui affirme la dignité de tout homme. Agis de telle manière que tu considères chaque homme non pas seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi. Donc, on peut dire que tout en reconnaissant l'impact et l'importance donc de ce cosmopolitisme révolutionnaire de Kant, dans l'œuvre de Kant, dans l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, et la meilleure attestation, Tosel est loin de vouloir s'aligner quand même sur cette théorie kantienne d'un cosmopolitisme universel aujourd'hui, sous sa forme de sa réactualisation, de sa réappropriation contemporaine. Dans le contexte européen, par exemple, dans la pensée de Jürgen Habermas, il y a une différence, évidemment. C'est plutôt en s'opposant à cette tentative et à son application à la crise actuelle de l'Europe qu'il va, en dépit de son admiration pour Kant, réaffirmer ces dernières années, apparemment sous l'influence des souverainistes français de la gauche radicale, son attachement à l'État national, en récusant notamment les propositions habermasiennes d'un patriotisme constitutionnel et d'une Europe constituée par une fédération des États post-nationaux, en récusant aussi le principe du transfert des souverainetés nationales aux instances européennes. Donc, c'est pourtant l'inscription tardive de cette dimension nationale dans son concept d'émancipation qui pose problème. C'est précisément sur ce terrain-là que s'est suscité nos divergences. Je suis, moi, profondément européen, même si l'Europe a commis beaucoup d'erreurs, etc. Je pense que c'était pas bien de s'engager trop sur la voie, donc, justement, des exigences, disons, de sortie de l'Europe, de l'Union européenne, du retour au franc, monnaie nationale, etc. Donc, je pense que Habermas n'a pas bien compris ce cosmopolitisme européen de Habermas. Donc, comme aussi, donc, peut-être, n'a pas assez fait attention, n'a pas assez lu certains écrits des philosophes de l'école de Francfort. Mais, évidemment, un des grands mérites de l'essai de Tosel est quand même, évidemment, d'avoir analysé en tant qu'intellectuel communiste organique, très engagé au sens de Gramsci, donc lié au mouvement ouvrier communiste et son histoire, le fait historique que le concept d'émancipation se généralise, déjà dans les années 1848, précisément à partir des premières luttes des mouvements ouvriers européens, principalement sous le signe de l'émancipation humaine comme émancipation sociale des travailleurs. Ce qui sera donc pour l'essentiel l'œuvre des mouvements ouvriers socialistes communistes. Donc, mais il ne s'intéresse pas trop donc, au courant du socialisme utopique, saint-simonisme, fourierisme, anarchisme, anarcho-syndicalisme, etc., qui ont quand même joué un rôle important au XIXe siècle. Donc, et il va plutôt aller très très vite s'orienter vers une actualisation, mais une actualisation non dogmatique de la théorie marxienne de l'émancipation du prolétariat, donc celle de Marx. Elle passe directement en un sens donc, de ce concept d'émancipation de la Révolution française au concept, du concept d'émancipation de Kant à celui de Marx. Parce que Marx et Engels mettent en corrélation structurale
l'émancipation avec le capitalisme et ses contradictions. Ils œuvrent, comme il dit, à la mise au centre de ce que l'on nomme désormais la question sociale, qu'ils entendent résoudre par une révolution orientée sur le communisme, compris comme tendance réelle qui abolit l'état de choses existant, non comme utopie. Et en reconstruisant l'évolution intellectuelle et philosophico-politique de Marx dès ses débuts jusqu'à sa maturité, il souligne à juste titre que le jeune Marx, très influencé par Hegel et par Feuerbach, affronte d'abord, dans ses tout premiers écrits, la question de l'émancipation religieuse et de l'aliénation, et comment, en tant que jeune hegelien et disciple critique de l'idéalisme allemand, Marx passe du libéralisme au républicanisme démocratique et social, et de là enfin au communisme, en intégrant l'émancipation juridique et politique. Il met bien en évidence que c'est le séjour de Marx en tant qu'exilé politique durant les années 1843-44 à Paris, où il va rencontrer Proudhon, qui lui fait découvrir la réalité de l'exploitation du prolétariat par le capitalisme en essor. Il en arrive à penser l'émancipation sociale comme critique de l'autonomie du politique et de son idéalisme. Il en comprend la nouveauté en tant que membre des cercles révolutionnaires d'ouvriers allemands exilés à Paris et à Londres. Il commence à appréhender l'économie politique classique par la médiation du mouvement ouvrier anglais et les approches d'Engels. Donc c'est à ce moment-là, dans ce contexte politique et social précis, que Marx découvrira un des concepts clés de sa philosophie sociale et politique, c'est-à-dire le concept de lutte de classe. Celle-ci sera désormais considérée comme le moyen privilégié de la lutte de la classe dominée, le prolétariat, contre les conditions inhumaines du travail qui lui sont imposées par le capital et la bourgeoisie, et contre sa condition sociale générale, caractérisée par l'aliénation, l'exploitation et la pauvreté. Donc le communisme, libre association de libres individus, apparaît comme le but immanent de tout ce qui se manifeste en tant qu'exigence de coopératives non capturées par le capital. Tel est le parcours de Marx et d'Engels de 1841 à 1848, date de la publication du manifeste communiste. Donc il s'agit apparemment pour Marx, comme pour Engels, de reformuler la problématique d'une émancipation à la fois individuelle et collective en fonction des conditions réelles de production de l'existence. L'existence sociale et historique ne peut pas être pensée à partir de l'autonomie absolue et imaginaire du sujet libre et abstrait, mais d'individus qui sont toujours déjà pris dans des rapports déterminés, dans des rapports de production, donc on peut se former leur constitution comme sujet de droit. Par conséquent, le point de vue du sujet individuel libre, eh bien, celui du troisième, une illusion. Et là, il cite évidemment l'introduction à la critique de l'économie politique de Marx de 1857. Et avec ces réflexions et ces analyses, Clausel réussit apparemment à démontrer que Marx court-circuite toute position de l'émancipation comme recours à une subjectivité émancipée qui serait fétichisée comme une condition a priori, notamment par l'affirmation que la possibilité positive de l'émancipation se trouve dans la formation d'une classe chargée de chaînes radicales, une classe de la société civile qui n'est pas une classe de la société civile, d'un ordre qui est la dissolution de tous les ordres, une sphère qui possède un caractère universel seulement en raison de ses souffrances. Donc la classe ouvrière, le prolétariat, et cette classe, cette dissolution qui ne peut s'émanciper sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société. C'est bien le prolétariat. Parce que le prolétariat est compris comme une classe extérieure à la société capitaliste, soumise au capital, comme la seule classe antagoniste au capital et à la classe bourgeoise dominante, détentrice des grands moyens de production. Et par conséquent, dans ce contexte économique, social précis, l'émancipation devient le processus difficile de la lutte de classe économique et politique contre l'exploitation.
le prolétariat, en tant que classe universelle destinée à réaliser cette émancipation, ne peut agir comme classe qu'en se constituant lui-même en parti politique distinct, opposé à tous les anciens partis formés par les classes possédantes. C'est ce que dit Marx explicitement dans son adresse inaugurale au statut de la première internationale en 1864. Donc pour Marx, le but de l'action de ce parti révolutionnaire du prolétariat est le communisme. Cependant, l'anarchisme proudhonien et baconien fera valoir immédiatement le risque que l'État ou le parti peuvent confisquer la dimension subjective de ce qui doit être une auto-émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Donc ce qui amène Clausel à conclure très justement que ce sont bien les appareils bureaucratiques de l'État et des partis, fussent-ils révolutionnaires, qui déterminent finalement l'action dont on et désapproprient les travailleurs de leurs facultés et puissances. Et ainsi, c'est ça le signe et l'attestation de sa dissidence à l'égard du marxisme et léninisme orthodoxe et du stalinisme. Il fait donc chorus avec tous ceux qui ont critiqué et continuent de critiquer la mainmise des appareils bureaucratiques des partis du mouvement ouvrier sur le prolétariat. Pensons qu'à cause de cela, la catégorie d'émancipation peut alors être critiquée puisqu'elle a été fétichisée. Elle peut même, dit-il, se révéler une construction a priori et spéculative, imposant à l'histoire un sens qui échappe à ses acteurs et souvent l'inverse en son contraire. Donc tout cela n'était que la conséquence logique du fait que le marxisme de la fin du XIXe siècle avait tendance à lier dogmatiquement émancipation sociale et collectivisation des moyens de production, en insistant sur l'objectivation des rapports sociaux. Et c'était ça la grande erreur, parce qu'en faisant de l'émancipation collective la forme sociale, la condition de l'émancipation des individus, donc le marxisme-léninisme orthodoxe canonisé, et Gramsci fera exactement la même analyse, la même critique. Évidemment, il a tout simplement pris le contresens. La contresens, la manière dont Marx lui-même avait défini le communisme. Donc on pourrait dire, en complétant ce jugement de Clausel, que cela a incontestablement contribué à la dégénérescence bureaucratico-totalitaire, statolatrique, du marxisme sous la forme du marxisme-léninisme et à la transformation des structures émancipatrices initialement créées par la révolution d'octobre en Russie, à ses débuts, en des structures d'un pouvoir répressif, bureaucratique et totalitaire, celle d'un parti unique, dirigé de façon centraliste et autoritaire par les apparatchiks. Mais malgré la perception assez claire et lucide de cette dégénérescence bureaucratique et totalitaire, culminant sous le règne de Staline, nommé premier secrétaire du Parti communiste soviétique en 1922, August Clausel n'a paradoxalement jamais voulu rapprocher l'opposition anti-stalinienne trotskiste ou les autres courants de l'opposition de gauche en Union soviétique, préférant militer pour ses idées dissidentes au sein même du Parti communiste français, qu'il avait adhéré en 1972 dans un courant minoritaire des Italiens, à cause de son orientation idéologique décidément gramscienne, qui était opposée à la politique et la stratégie marxiste-léniniste dogmatique pro-soviétique défendue par Georges Marchais à l'époque, pour lequel le bilan global de l'Union soviétique était toujours positif. Or, pour Clausel, cela ne pouvait que lui attirer les foudres des cadres dirigeants du PCF de l'époque. Il était bien négatif. Et ça veut dire que le bilan de l'Union soviétique était positif. Évidemment, donc, il était avec Christine Bussy-Glucksmann, avec son beau livre publié chez Fayard sur Gramsci et l'État, de ceux qui étaient donc dans l'opposition des intellectuels donc marxistes d'opposition, donc d'appartenance, on veut dire, gramscienne, contre cette ligne dogmatique pro-soviétique du secrétaire général. C'est ça, donc, du parti de l'époque.
Donc, évidemment, bon, Clausel a démissionné du parti en 1984. Finalement, après un intervalle de presque 30 ans, donc il a travaillé que sur le plan théorique. Il est toujours resté fidèle à son orientation gramscienne. Donc, le côté tragique est peut-être justement qu'il a, malgré tous ses efforts théoriques déployés, et la force de ses arguments, il est toujours resté minoritaire dans ce parti. Il n'a absolument pas réussi à changer quelque chose. Donc, et il était donc une sorte, en un sens, un vaincu parmi ceux, évidemment, qui voulaient changer des choses. On peut dire, dans un sens, c'était aussi le projet d'Althusser. Donc, mais justement, il n'a, malgré cela, jamais abandonné vraiment l'idée qu'il pourrait y avoir un jour un retour à Marx et qu'il pourrait y avoir peut-être une possibilité de mettre en œuvre le projet gramscien justement du bloc historique et de l'hégémonie, donc dans d'autres conditions, de d'autres constellations, justement. Et comme il l'a souligné, entre autres, dans le premier chapitre de son livre « Études sur Marx et Engels vers un communisme de la finitude », l'effondrement du communisme historique et de l'idéologie marxiste-léniniste ne signifiait pour lui pas du tout la fin de Marx. Au contraire, il était convaincu que cela pourrait bien ouvrir la possibilité d'une appropriation de Marx comme patrimoine de toute l'humanité, comme classique de la modernité capitaliste mondialisée. Mais à condition, bien sûr, que Marx soit étudié compte tenu de l'échec de l'expérience qui s'est autorisée en son nom et qui a été aussi celle de la monstration des équivoques et des incertitudes de sa pensée. Alors, était-ce bien une illusion? Bien qu'on puisse admirer, en un sens, la grande fidélité de Clausel à ses engagements théoriques, marxistes et gramsciennes, et sa grande force de résistance contre la pensée unique du capitalisme libéral mondialisé. C'est une opposition contre l'esprit de résignation face à l'échec historique du communisme soviétique. Force est de constater que dans la période 91, donc l'année de l'implosion de l'Union soviétique, jusqu'à sa mort en 1917, l'année du centenaire de la Révolution d'octobre, cette redécouverte de Marx qu'espérait André Clausel, elle ne s'est pas du tout produite, hélas. On a vu que la globalisation néolibérale n'a pas du tout été contrée à l'échelle européenne et mondiale par des forces d'opposition marxistes bien organisées, que le déclin d'un parti communiste identifié avec le communisme soviétique, dont le PCF a été le plus fidèle porte-parole pendant un demi-siècle parmi tous les partis communistes européens, n'a pas du tout pu être arrêté. Clausel a bien dû s'en apercevoir, non sans amertume, lorsqu'il affirmait en 1996, dans ce même livre, destiné à la renaissance du marxisme en ces temps sombres, que le capitalisme, devenu économie monde, continue toujours d'imposer sa loi de l'accumulation et creuse toujours davantage la différence spécifique qui le distingue des formes pré-capitalistes de l'être social. Et en se globalisant, il n'a pas dans son mouvement d'expansion mondiale d'obstacle majeur pour s'imposer partout. Mais ce n'est apparemment pas une raison suffisante pour Clausel de capituler ou de se résigner, car selon lui, malgré ces évidences, rien ne dément la profondeur de la critique dialectique marxienne de l'économie politique. S'il y a encore beaucoup à faire pour penser la spécificité de la nouvelle époque, Marx nous interpelle pour rappeler que cette spécificité sera une modalité de cette spécificité propre à un mode de production qui est procès d'extorsion de la plus-value
et précisément de plus-value relative. De ce point de vue, le postmoderne n'existe pas. La modernité demeure la révolution permanente du procès du travail sous le fouet de l'exploitation, de soumission réelle du travail au capital. Donc en ce sens, voici donc l'insistance de Clausel, contre vent et marée, sur l'actualité de Marx, de sa dialectique, de sa critique de l'économie politique, est-elle la meilleure contre-attaque et le plus grand démenti du postmodernisme, dirais-je, donc qui, comme le suggère par exemple Fukuyama ou Lyotard, préconise sur l'arrière-fond de la fin de l'Empire soviétique, la fin de l'histoire et la fin définitive de tout progrès, comme disent les philosophes postmodernes. Absolument rien, donc aucun échec historique ne peut en effet le décourager d'affirmer que l'économie mondiale capitaliste ne cesse de polariser l'organisation sociale de la vie, en classant les individus en bourgeois et prolétaires, en imposant à un prolétariat mondial divisé et hétérogène la contrainte d'une prolétarisation au moins relative. Par conséquent, l'exacerbation de cette contradiction, c'est la ferme conviction d'André Clausel, donc devrait un jour fragiliser le capitalisme néolibéral, sorti pour l'instant comme vainqueur de sa confrontation historique avec le socialisme-communisme, à tel point que ce système pourrait bien entrer dans une crise très grave, sinon mortelle. Et sur ce point précis, son optimisme militant ressemble en effet beaucoup à celui du philosophe marxiste allemand Ernst Bloch, décédé en 1967, auteur du principe espérance. Donc, mais cela n'empêche pas Clausel de reconnaître et de stigmatiser en un sens la faiblesse et les erreurs commises par la gauche face à la désémancipation néolibérale qui a en effet affaibli ces formes de lutte en invitant la classe et les masses à s'identifier soit comme classe moyenne, soit à se percevoir comme rebut voué à l'assistance et à la police, à l'humanitaire infériorisant ou au droit pénal. Les partis populaires auraient ainsi commis la grave erreur de se concentrer trop sur leur sauvetage électoral en négligeant de fait leur classe et leur masse de référence. Donc c'est en critiquant cette déviation électoraliste qu'André Clausel avait d'ailleurs quitté le Parti communiste donc en 1984. Et c'est en soutenant donc contre vent et marée l'objectif gramscien de la construction d'un bloc historique hégémonique capable de bien mener cette guerre de position contre le bloc historique du pouvoir et du capital financier, que Clausel prend aussi acte avec la grande lucidité qui est la sienne de la détérioration progressive de la situation de la compatibilité des masses subalternes sous les conditions de la globalisation néolibérale. Donc Clausel dénomme aussi de plus en plus souvent dans ses derniers écrits la contre-révolution néolibérale. Donc en constatant avec amertume que depuis la fin des 30 glorieuses, 30, 45, 75, la classe ouvrière et les masses subalternes se sont en quelque sorte décollectivisées et déconstruites en entrant dans le cycle de la peur et du chômage et de la dégradation, et qu'elles se sont subdivisées comme somme d'individus en concurrence, à savoir en vaincus autodésignés, s'enfermant dans la recherche de solutions purement individuelles. Donc, constat désillusionné, voilà, de la situation subjective et objective de la classe ouvrière. Dans cette situation, voilà, après, face à cette offensive néolibérale, la modernisation, cette offensive en même temps des néoconservateurs à l'échelle mondiale, la classe ouvrière était divisée dans une construction de soi dépourvue tout à la fois de confiance en soi et de confiance dans les organisations représentatives séparées. Ce qui nous fournit d'ailleurs la clé d'explication pour le fait pourquoi aujourd'hui
suite aussi aux effets désastreux de la décentralisation, de la désindustrialisation, de la délocalisation, du chômage, de la désertification industrielle d'une partie de la France. 40% des ouvriers subissent la tentation de voter pour les partis extrémistes de droite, notamment le Front National, comme on l'a vu aux dernières élections. Donc, conséquence aussi du fait désillusionnant, reconnu aussi par Tosel, que c'est effacer à la fois le principe ontologique et pragmatique que Marx et de nombreux militants socialistes ou communistes l'avaient compris, selon lequel l'émancipation des travailleurs est l'œuvre et doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Mais malgré ce constat désillusionnant, Tosel refuse quand même de s'abandonner au désespoir et à la résignation. C'est ça ce qui est son héroïsme. C'est une lutte héroïque comparable à celle d'un Gramsci, qui est emprisonné à partir de 1926. Mussolini écrit les cahiers de prison, n'est-ce pas? Et refuse même s'abandonner au désespoir, à la résignation, en conservant toujours un minimum d'espoir dans les capacités d'auto-organisation des travailleurs, pensant comme Rosa Luxembourg ou comme Gramsci qu'une large mesure de démocratie directe du peuple est toujours le ferment de l'autoconstruction émancipatrice de la classe ouvrière, et que cette force devait agir. Elle devait agir en accord avec les organisations des travailleurs, appelés à investir les appareils centraux de la société, sans s'ériger en absolu. Il croyait toujours en beau léniniste à ce cercle vertueux du parti et de la masse qu'on devrait seulement réinventer pour produire des biens communs et du peuple commun. Donc il suivait fidèlement la ligne de Gramsci. Donc mais c'était en même temps évidemment ignorer un peu, fermer les yeux devant le fait, qu'entre-temps, notamment à cause de la stalinisation en URSS, les structures des partis et des organisations ouvrières ont connu une ossification bureaucratique telle qu'au lieu de se dynamiser et de promouvoir cette autoconstitution émancipatrice de la classe ouvrière, on parle Gramsci, on parle Rosa Luxembourg, ces partis se sont transformés progressivement en une sorte des machines bureaucratiques, un État dans l'État, et voulant contrôler tout, encadrant, comme on a vu au mai juin 68 en France, les travailleurs, plutôt bureaucratiquement, freinant leur tendance auto-organisatrice et leur élan émancipatoire par un appareil ayant tendance plutôt à étouffer leur révolte en l'organisant d'apparence. Donc, Tosel a parfaitement compris cette situation, n'est-ce pas? Et c'est sans doute une des raisons, n'est-ce pas, de son retrait, disons, du Parti communiste dans les années 80. Tout ce qui s'est passé après mai 68. Donc, il a, ceci dit, André Tosel a toujours quand même continué à défendre, dans ce contexte difficile, où il y avait évidemment une certaine démobilisation, une certaine résignation dans les classes subalternes, une intégration idéologique aussi de plus en plus grande dans les structures d'une société de consommation et ses valeurs, promues surtout conditionnées par les médias. Mais lui, il voulait quand même, malgré cela, défendre l'idée de la nécessité absolue de l'hégémonisme des classes subalternes, dans la perspective révolutionnaire qu'avait indiqué Gramsci, déjà dans les années 1920 et 30. Donc, mais évidemment, c'était
c'était pour lui très difficile de devenir majoritaire avec ce point de vue, n'est-ce pas? Donc il était donc isolé, assez isolé, tout en maintenant cette position, une position révolutionnaire très radicale, et en maintenant en un sens donc, le monopole d'une critique théorique marxiste, non orthodoxe, donc qui malheureusement pas devenu majoritaire au sein même du Parti communiste français. Donc, en plaçant ces définitions, ces espérances philosophiques, toujours dans la perspective gramscienne de l'émancipation comme hégémonie des masses subalternes dans le cadre d'une alliance avec d'autres forces, la petite bourgeoisie, les intellectuels progressistes, etc., les forces de la culture notamment, Clausel parvient en effet à la conclusion que la catégorie de l'émancipation conserve malgré tout, encore aujourd'hui, sa puissance incompressible de stimulation pratique et politique dans les conflits de la mondialité, partout où la condition de la condition est dominée par des formes de domination, de servitude, d'esclavage. Donc reconnaître donc, la pluralité des émancipations et leur unité d'analogie est un premier pas, dit-il, pour émanciper l'émancipation de ses présupposés métaphysiques et théologiques, pour la laïciser, non pour l'abandonner et se résigner au constat d'un monde livré au particularisme des impérialismes, des néocolonialismes et du pseudo-universel du capital et de la marchandise, pour faire un monde, mais un monde où est possible, urgent, il est possible et urgent d'articuler égalité sociale, reconnaissance interculturelle, souci écologique, liberté du genre, transformation de l'étatique séparé en politique du commun. Voilà, une seconde. Donc, je dois... Évidemment, il faut dire plusieurs mots sur Spinoza, parce qu'évidemment, cette tendance de mettre le concept de l'émancipation au centre de toutes les réflexions et recherches philosophico-politiques, d'en faire le leitmotiv de sa pensée critique, ça se manifeste très tôt, évidemment, c'est-à-dire, c'est notamment ça se manifeste pour la première fois dans son livre sur le traité théologico-politique, publié en 1984 sous le titre Spinoza ou le crépuscule de la servitude, parce que, évidemment, dès le prologue, Spinoza est présenté par Clausel comme l'incarnation typique d'un penseur matérialiste, libertaire, qui dans le TTP a fait apparaître l'absurdité conceptuelle d'une vision du monde régie par la croyance en un Dieu, à la fois transcendant et analogue, censé se révéler de la nature de l'homme et pour lui, donc dogme théologique, la révélation, etc. Donc le traité de théologie politique solidarise, pour ainsi dire, aux yeux de Clausel, la critique théorique et critique pratique de la religion, révélée dans la mesure où il reconduit les formes théoriques que sont la croyance ou la révélation, la prophétie, l'herméneutique biblique, à leur matrice physique, qui est de fait une économie du désir. Donc, dans ce cadre aussi, Clausel met l'accent, souligne beaucoup le matérialisme de Spinoza, soulignant que Spinoza a été dans un sens l'ancêtre des matérialismes des 18e, 19e et 20e siècles, à condition bien entendu qu'on admette que Spinoza est plutôt inauguré avec ses critiques du dogmatisme religieux, un matérialisme inédit ou affirmation de la puissance d'agir et affirmation
de la puissance de pensée sont données en simultanéité. Donc, moi je dirais qu'on devrait plutôt parler dans le cadre de Spinoza d'un crypto-matérialisme, parce que le paradoxe est bien que si Spinoza ne se dit pas explicitement matérialiste, il assume expressément sa dépendance d'une école de pensée qui s'autorise des matérialismes, puisqu'il s'agit du matérialisme antique de Démocrite, d'Épicure et de Lucrèce. Donc l'affirmation de ce matérialisme n'est pas donc sans rapport avec le refus de Spinoza de rejoindre les traditions philosophiques issues de Platon et d'Aristote, tous deux accusés d'être intellectuellement voués à théoriser les croyances de par leur conception de l'idée de forme intelligible. Donc, comme le souligne à juste titre André Tozzel, ce matérialisme spinoziste et son caractère subversif révolutionnaire avait déjà été découvert par Marx lors de sa préparation de sa thèse de doctorat sur la différence des systèmes de matérialisme de Démocrite et d'Épicure, car à l'époque, Marx avait bien étudié le TTP à Paris. Donc, mais comment situer le matérialisme de Spinoza entre le matérialisme antique et le matérialisme moderne? Selon quelle continuité, avec quelle discontinuité? Bon, à ce questionnement, Tozzel répond de façon assez catégorique en soulignant, tout en prenant ses distances face à la dogmatisation et à une certaine fétichisation du matérialisme. Donc que le matérialisme ne se caractérise pas tant comme une possibilité de principe opposée à une autre, que comme une autre pratique de ce que l'on peut nommer la fonction principe. Il est recours à un principe qui n'est pas un principe au sens où on peut l'être son antagoniste, l'idéalisme. Autrement dit, donc, le matérialisme subvertit cette fonction principe, il donne le statut principal à quelque chose qui jusque-là a été déterminé comme inférieur. Donc, le matérialisme, donc, il a une subversion paradoxale de la fonction principe. Il unit dans une métaphysique critico-négative la reconnaissance de l'universelle dépendance des choses et des hommes et la connaissance positive des modalités de ces interdépendances. Il libère une foi pratique raisonnée, plus sincère que toute présomption idéaliste. Il est critique de tout ce qui est principe, c'est-à-dire despotisme et exercice sur la nature, sur les hommes. Sa fonction est subversive. Subversive liée à un intérêt pratique pour l'autonomie humaine, une autonomie laïque en toute connaissance de cause. Évidemment, et en définition de la sorte, le matérialisme de Spinoza, à la fois comme subversion de la fonction principe et comme critique de toute domination de l'homme et de toute hiérarchisation, en soulignant qu'en tant que conception du monde opposée à l'idéalisme, il a toujours tendance à passer un pacte avec le principe de domination qui démystifie, en dénonçant simultanément sa pratique dogmatique, comme despotisme et exercice de la nature des hommes. Donc Tozzel lance donc au nom de la défense d'un matérialisme authentique un défi, non seulement à l'adresse du matérialisme vulgaire, mais aussi à l'adresse de l'incroyable dogmatisation du matérialisme historique et dialectique à l'ère stalinienne. Donc il rejoint donc, sans pour autant se référer explicitement à ce grand penseur marxiste du XXe siècle, à savoir à Ernst Bloch, qui dans son livre « Le problème du matérialisme, son histoire et sa substance » avait souligné que le vrai matérialisme est plus proche de l'idéalisme intelligent que le matérialisme vulgaire, en affirmant que ce matérialisme, dogmatiquement déformé, parjure sa fonction critico-émancipatrice et se laisse absorber, identifier, mettre en conformité par un principe de domination. Donc, comme le souligne Tozzel, dans une note importante de la page 152 du chapitre 5e de son livre consacré au matérialisme de Spinoza, donc cela vaut particulièrement pour ce qu'il appelle le monstre du diamant.
à savoir le matérialisme dialectique de l'époque stalinienne qui a complètement détourné une idéologie de légitimation de l'État-parti, l'entreprise critique émancipatrice de Marx et d'Engels. Et en même temps, Clausel va s'efforcer de sauver la substance même du marxisme, du matérialisme, précisément à partir de ses lectures de Spinoza et de Marx, dans un effort de mettre en relief le matérialisme de Marx en tant que philosophie-science, se déterminant comme science de l'homme, qui est aussi définie a priori comme éthique scientifique, c'est-à-dire comme réorganisation et réorientation de la vie humaine dans le sens de la vie bonne possible dans l'immanence. Et cette éthique reposerait sur l'expérience fondamentale de la corporité. Donc, Clausel, je sais, tout matérialisme s'enracine humblement dans l'expérience du corps qui sent, qui souffre, qui jouit, qui fait corps avec d'autres corps dans les relations de socialisation. Donc, par conséquent, pour le matérialisme spinoziste, il ne peut pas y avoir de connaissance sans la vie des affects, sans